Bonsoir. J'ai intitulé ce soir, là, vous avez vu, la voix, point de suspension, la femme, point de suspension, le psychanalyste. Ce que je veux dire dans ces suspensions, là, dans ce voisinage, c'est essayer d'aborder quelque chose qui n'est pas simple. Ce que je veux dire par là, c'est que je reste pas au niveau d'une explication sur la voix parlée, sur la voix chantée, sur la voix qui chante, plus exactement. Et puis, quelques notions psychanalytiques sur l'éternel féminin, tel qu'il peut apparaître même dans la façon dont Lacan le formule. Bon. Je vais donc essayer de partir de ce qu'est l'enjeu, toujours, la clinique, et du discours psychanalytique, c'est pour ça qu'il y a le psychanalyste, à savoir cette clinique du réel, avec bien sûr, en suivant donc la façon dont Lacan progressivement évolue dans ce champ qui présente la caractéristique de ne pas pouvoir être pensable. Alors tout au début, évidemment, Lacan, il parle, c'est tout à fait proche de la réalité, Et puis, à partir de 58-59, quelque chose va être apporté de différent. Pour autant, parce que c'est ça l'important, pour autant qu'il va élaborer sa définition du signifiant. Et en quelque sorte, quand je parle de la voix, la femme, le psychanalyste, ce que je voudrais essayer de dire, c'est que depuis un certain temps, notamment par le biais de l'objet, c'est effectivement du signifiant dont je parle. Et c'est dès qu'on aborde la question du signifiant, on aborde évidemment la question du sujet qui parle. Puisque ce qui va lancer à ce moment-là... Alors je reviens sur des choses que j'ai déjà dites, mais c'est important parce qu'on les oublie, quoi, tout simplement, et que la vérité s'oublie, tout bêtement. Bon. Donc le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant. C'est ça qui va apparaître dans ce montage particulier. Je vais vous montrer là. Dans ce montage particulier, qui va être celui de ce qu'on appelle le graphe, c'est-à-dire le graphe du discours, qui est finalement le graphe du discours. Voilà. Bon. Donc, alors que tout au début, bien sûr, il part un peu de tout le monde, comme nous, savoir que l'analyse, ça consisterait à trouver, à reconnaître le désir que jusque-là n'était pas possible, était empêché par des symptômes. Là, on arrive à autre chose, à savoir que, vous voyez, le sujet parlant, l'être parlant, est d'emblée divisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà l'approche de l'être parlant, à savoir qu'il est divisé, c'est-à-dire qu'il est singulier. Il n'y en a pas deux identiques, du fait qu'il a été parlé.
il a été parlé, il n'y a pas de théorie du sujet chez Lacan, il y a une théorie du signifiant, c'est ce que je viens de dire, il est entre deux signifiants. On ne peut pas l'objectiver. Hein. Il n'y a pas le sujet qui serait responsable de l'inconscient. Le sujet, il advient du déchiffrage de l'inconscient. Bon, j'en dis pas plus parce que je vais essayer d'avancer. On a donc ceci, hein, le sujet qui s'adresse à un partenaire, là, et puis qui rencontre évidemment le grand autre, c'est-à-dire le langage. Et il va en résulter la possibilité du symptôme. S, petit s de grand abarré. Ça, tout ça, ce premier plan-là, ce stage inférieur du graphe, c'est quelque chose qui est, je dirais, assez évident. Ça correspond à ce que Freud a élaboré, hein. Et, donc, je veux bien, le symptôme, là, c'est important parce que je vais parler du symptôme après, le symptôme, là, il provient du langage par le biais du grand autre. Et progressivement, en montant cette écriture, où il essaie de dire quelque chose du réel, hein, même si c'est impossible à dire, hein, il va nous proposer que le sujet parlant, le S barré, quand il parle là, hein, c'est le S barré du discours analytique, là. Hein, bon. Donc, le sujet, quand il parle là du discours analytique, hein, avec l'analyste là qui est en position de semblant de réel, et l'objectif c'est qu'advienne le S2 de, évidemment tout ça c'est de l'analysant, hein, à partir des signifiants S1. Bon, signifiants primordiaux. Donc je reviens. En fait, quand il parle, il ne s'agit pas uniquement d'en rester à cette question-là du symptôme lié à une signification de l'autre. D'autant plus que après, on va se rendre compte que justement les significations ne font que nourrir le symptôme. En fait, ce qui est en jeu, c'est que, là on le voit mieux sur ce schéma-là, c'est qu'à partir de l'autre, en fait, va se poser la question de la demande, hein, qui est en fait la question du désir. Qu'est-ce que tu veux? Parlant, qu'est-ce que tu veux? Et première réponse, c'est ceci, c'est-à-dire une satisfaction. Deuxième réponse, avec un écart entre les deux, qui est celui du désir, à savoir, tout ceci va aboutir à ce qu'on va appeler le fantasme, S barré, point son petit a. En fait, ce qui est demandé, c'est le signifiant du grand A barré, qui est en fait l'écriture de quoi? L'écriture du fait qu'il y a un signifiant privilégié qui correspond à la présence et à l'absence de l'autre, qui est un signifiant de la demande d'amour. Et vous voyez d'emblée que là, dans la question du savoir, telle qu'elle est présentée là, se pose la question, enfin, dès que je parle, dès que l'être parlant parle, se pose la question, bien sûr, de la demande, du désir, du savoir et de l'amour. Ça, c'est le premier point. En fait, ce qui est en jeu, là, peut-on dire, c'est qu'est-ce que c'est que le symptôme? Alors là, je reviens à mon titre, pour autant que la femme, pour l'homme, va être présentée comme le symptôme. C'est-à-dire que la femme, comme partenaire de l'homme, c'est son symptôme. Bon. L'homme, par contre, c'est autre chose. Bon, on en reste là, hein, avec tout ce qu'il pourra y avoir dans cette affaire-là, de cette dimension de l'objet qui va apparaître. Bon. Et justement, qu'est-ce que c'est que le symptôme?
Et ceci est d'autant plus important que, plus tard, quand on va arriver au neuroméen, il ne va rester que le symptôme, hein, que vous voyez là, et non plus du tout le fantasme qui est au début. Donc ça pose la question de qu'est-ce que c'est que le fantasme et qu'est-ce que c'est que le symptôme. Hein, le fantasme, il apparaît ici, hein, et c'est le grand gabarit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lieu originaire dont on ne sait strictement rien, sinon que c'est pour nous le langage. Il y a un trou originaire qui va être comblé, qui va être recouvert par le fantasme. Hein, c'est ce qu'on appelle cette fenêtre sur le réel, qui est articulée là entre le signifiant et l'objet. D'emblée, remarquons que cette façon de présenter le fantasme, hein, S barré point son petit a, cette façon-là, c'est une façon de parler du fait qu'il y a entre le sujet et l'objet une relation de voisinage qui s'écrit là par ce que l'on appelle un petit losange, qui correspond à la dimension de la structure. Alors, je vais vous redire quelque chose que j'ai déjà dit à plusieurs fois, c'est-à-dire que cette relation de voisinage, ça n'est pas simple à articuler, et que la fin de la cure, pendant très longtemps, ça a été proposé, Lacan a d'une certaine manière établi en 67 la proposition de la passe. À partir de là, la fin de la cure serait une dissociation entre le sujet et l'objet, entre le S barré et le petit a. Il y aurait comme ça, ce qu'il a lancé une fois, une traversée du fantasme. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'on traverse ça comme un cerceau, hein. Mais simplement qu'il y a tout un parcours à faire, qui est celui de la structure, qui se fait par le biais du signifiant. Bon. Du travail au niveau de l'équivoque, de la grammaire, etc. On a donc cette question-là du fantasme qui est cause du symptôme. Bon, on en est là, jusqu'à ce que, évidemment, ça évolue, et ça va évoluer du fait que il va y avoir toute une articulation d'hypothèses entre le voisinage, qui est celui du S barré, et celui de l'objet petit a. En sachant que le S barré, c'est l'être de signifiance, et le petit a, c'est l'être de jouissance. En sachant par ailleurs que l'objet petit a, il arrime le S barré, donc il faut faire, et qu'il est imprévisible, et que la jouissance est quelque chose de contingent, qui ne peut pas du tout s'articuler véritablement, et que ça peut produire toutes sortes d'effets. Bon, voilà donc un peu les choses telles qu'elles peuvent apparaître. Autrement dit, ce qui est posé là, par le biais du fantasme, là, S barré point son petit a, c'est la présence d'un objet. Alors on revient sur ce qu'on a déjà dit, à savoir qu'il y a un premier temps logique qui est que il y a une rencontre contingente entre ce S barré, qu'on a vu tout de suite là, au niveau du graphe, à l'origine de la pulsion, là, hein, du trajet pulsionnel. Il y a donc une rencontre incidente, contingente, entre le symbolique et la jouissance du corps vivant.
du réel de la jouissance, qui prend tout le corps. Et l'enjeu, c'est que le symbolique va tamponner, va réduire, va similiser cette jouissance. On ne sait pas pourquoi il y a cette rencontre. Nous sommes les seuls animaux chez qui ça a lieu, c'est-à-dire que ça n'a lieu que chez les animaux parlants. Donc, c'est important, et il résulte de cette rencontre, puisque ça va être une rencontre avec trois éléments, les trois éléments, il y a qu'il va y avoir création d'un corps particulier lié à l'imaginaire spécifique de chacun. Donc vous voyez que d'emblée, là, ce qui est en jeu, là, c'est la dimension de l'imaginaire et du corps, hein, qu'on va voir, je vais vous le remontrer sur le neuroméen, là. À savoir que, on a comme ça, bien sûr, je vais prendre une chose pour mieux montrer. À savoir, donc, on a l'imaginaire, là, où il y a le corps, l'imaginaire, où il y a le corps, là, c'est le symbolique, avec la jouissance phallique, qui est là. Ça, ce sera défini un peu plus tard. Et puis il y a le réel, qui est là. Donc la jonction des trois, vous voyez, c'est ce qui va être proposé par Lacan à partir du moment où il va travailler et être travaillé, parce que quand on travaille, c'est qu'on est travaillé, par les dimensions de la jouissance, ils sont noués par l'objet A. Et là, c'est une nouveauté, ou c'est une précision, parce que là, l'objet petit a apparaît comme un nœud. C'est ce qui n'était pas le cas dans la structure du fantasme telle qu'elle était présentée là. Là. C'est pas un nuage. Il n'y a pas de nuage là. En fait, on pourrait dire que là, d'une certaine manière, le graphe, c'est quelque chose qui, de par l'écriture qui est faite, et on trouve les 4 éléments de la structure, ça vient constituer un vide, le vide symbolique, et qu'il y a là, au niveau du grand tabaret, cette énigme introuvable qui est réelle, qui est le réel, qui est celle des origines, que le fantasme va venir couvrir. C'est comme ça que c'est posé à ce moment-là. Hein. Le fantasme vient couvrir cette origine. C'est-à-dire qu'on a bien le fantasme qui est la cause du symptôme, hein, ça vient depuis Freud, tout ça. Hein. Et à partir du moment où est posée autrement la question de l'objet, c'est-à-dire tel que c'est présenté là, hein, lorsque l'objet devient le nouage, quelque chose change. Vous pouvez remarquer que là, il n'y a plus marqué du tout les formules habituelles, S barré, poinçon petit a. Par contre, ce qui va être précisé, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est la question du symptôme. Alors, la question du symptôme, ça va apparaître essentiellement à Rome. Donc c'est 1er novembre, ou du moins début novembre 1974. Il écrit, à nouveau, on retrouve bien là, hein, l'imaginaire, le symbolique, le réel et le nuage. Bon, on a ça, mais l'objet, là, est quelque chose qui correspond au coincement. Et il peut y avoir différents types de coincements qui vont correspondre à différentes structures. Et là, à Rome, alors ce qui est important, c'est qu'à Rome, il dit que ce qui est important, c'est le réel, évidemment, et que le réel, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le réel, hein, oui, le réel, c'est là, hein,
Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le réel, eh bien, ça peut envahir le symbolique, là, et ça va définir le symptôme. Symptôme, vous voyez, qui est aussi noué et proche de l'objet petit a. À ce moment-là, même, il pose même la question de savoir si la psychanalyse n'est pas un symptôme. Pose la question. 1 an plus tard, RSI, Joyce, progressivement, pas encore peut-être Joyce, oui, 1 an plus tard, il pose le symptôme autrement, vous le voyez là, c'est le symbolique, c'est le symbolique qui vient dans le réel. C'est plus pareil. C'est plus tout à fait pareil. Et du coup, il n'est plus question de se débarrasser du réel. Mais au contraire, qu'il y a un nouveau nouage qui s'établit dans la cure, de telle façon que on arrive à faire avec ce qui, à ce moment-là, évidemment, va s'appeler la structure qui est modifiée et qui, je reviens au graphe, et qui correspond là au symptôme. Bon, je bouge un peu là, mais c'est un peu pour repréciser les choses par rapport à ça. Alors, ceci étant posé, évidemment, ce que ça nous conduit à définir, ce trajet, ces références particulières, ce que ça nous conduit à définir par rapport à la dimension de ce qui se rencontre dans la vie de chacun, c'est entre autres le rapport au savoir, c'est ça qui se joue, ce fameux savoir supposé sujet, bien sûr que c'est présenté autrement, par l'analyse en emblée, c'est le sujet supposé savoir, même le sujet sachant, l'analyste est en position, dans cette position-là, il va rester le temps où il est mis, c'est pas le problème. L'important, c'est qu'il ne reste pas, c'est qu'il ne se mette pas dans cette position-là. Sinon, on va pas pouvoir accéder à la partie supérieure du graphe dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon. Et je voudrais revenir sur, à nouveau, l'articulation entre le sujet et l'objet, puisqu'on est en permanence là-dedans, avant d'arriver à ce saut qui est la question de la structure du symptôme, qui est effectivement ce qui est en jeu du côté de la fin de l'analyse. Alors, il va proposer, pour aborder ces questions de voisinage entre le sujet et l'objet, il parle de ça, notamment vers la fin, là, dans le moment de conclure, dont je vous ai déjà parlé. Il va beaucoup parler du voisinage, et il va dire que l'approche, c'est la topologie. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on peut s'approcher qu'en manipulant, en écrivant, en manipulant quelque chose, et non pas du tout en pensant, parce que quand on pense à plat. On ne pense pas du tout avec toutes les articulations qui sont dans la géométrie, dans l'espace en quelque sorte. Alors je suis pas très très à l'aise moi avec la topologie, donc je vais pas trop vous dire de choses par rapport à ça. Ce que je peux dire, c'est que on peut, au niveau de la topologie, se rendre compte, en coupant la fameuse bande de Mébius, on peut se rendre compte que le sujet justement qui parle, c'est-à-dire celui qui est présenté en coupant, peut se séparer de l'objet et que l'objet, à ce moment-là, n'est plus du tout la bande de Mébius telle qu'elle était au début et qui faisait l'articulation entre le sujet et l'objet, mais est en quelque sorte l'objet comme déchet. C'est-à-dire ce qu'on appelle une bande bilatère. Bon, avec un endroit, un envers. Bon. Par contre, ce qui m'intéresse dans cette façon, notamment par exemple
dont Joyce va s'arranger avec la langue anglaise, c'est-à-dire la débarrasser d'une certaine façon de tout ce qu'il en est de la signification habituelle, hein, en restant au niveau de certaines connexions signifiantes, propres à lui. Ça nous pose la question, effectivement, de cette, dont j'ai beaucoup parlé, là, à savoir, de l'art, nous avons à prendre de la graine, pour en faire autre chose, hein, que d'être du côté de la science, même si on est à côté, pour en faire autre chose. Pour en faire quoi? C'est ça la question. C'est quelque chose qui n'est pas pensable. Hein, il parle de donner sa langue au chat, et il importe, effectivement, s'il importe de se rapporter à l'art, à la graine de l'art, de prendre le grain et la graine, comme je disais la dernière fois, hein, tel que peut en parler différentes personnes, hein, c'est parce que sans le savoir, je crois que c'est ça, l'œuvre de l'art, donc l'artiste, au moment où il est créateur, peut nous transmettre qu'il y a des analogies importantes, voire des homologies, hein, homoios en grec ça veut dire semblable, hein, il y a des homologies importantes entre ce que nous récupérons, ce que nous cueillons dans l'expérience analytique, hein, et ce que peut permettre de lire, parce que ça s'écrit, cette dimension du réel, l'œuvre de l'art. C'est ça la question qui me travaille et que je voudrais commencer un petit peu à aborder là aujourd'hui par rapport à l'art de la voix. À l'art de la voix, évidemment, ce que je vais dire, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est pensable par le chanteur, hein, et notamment par la femme quand elle chante, parce que ce que l'on peut découvrir dans l'histoire de l'opéra, c'est que, et ça pas du tout parce qu'il y a une défaite des femmes, même si on peut le dire comme ça, hein, au niveau des représentations, Catherine Clément, hein, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose qui est fait, ou qui est défait, effectivement, ou qui est à défaire, et que la voix, avec toute sa richesse, peut arriver à défaire. La voix, quand elle chante, plus particulièrement, est du côté des voix aiguës, donc des voix de femmes, notamment aiguës. Et ceci explique que les voix aiguës, elles ont toujours été jusqu'au début du 19e, jusqu'à ce que les castrats se retirent doucement. Elles ont d'ailleurs un peu appris à certaines voix féminines leurs secrets. Ça, on ne dit pas, mais enfin, c'est comme ça. J'en parlerai de façon un peu plus détaillée une autre fois. Bon, donc on peut trouver, c'est pour ça qu'il y a ces trois-là, hein, ce nuage des trois que j'ai mis dans le titre, certains nuages, ou du moins quelque chose de proche, la voix, la femme, l'analyste. Alors d'emblée, l'analyste, ce qu'il sait ou ce qu'il n'est pas sans savoir, un instant. Oui, l'analyste, ce qu'il n'est pas sans savoir, évidemment, c'est qu'il y a une barre sur le là. C'est-à-dire que la femme n'existe pas, par contre, il y a un être. Elle est, et toute la question sera la rencontre, au niveau de l'amour, entre l'homme et la femme, d'une rencontre
qui n'est pas celle au niveau de l'être. Et ça, alors là, c'est pas simple. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ça se chante, ça, cette rencontre? Ce que l'on peut appeler la parole d'amour. Lacan termine son séminaire encore sur cette question-là, en disant, s'il n'y a pas de rapport sexuel, parce que le grand tabaret originaire dont j'ai parlé, que j'ai montré tout à l'heure, à la partie supérieure du graphe, c'est ça, c'est qu'il y a un réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, alors évidemment qu'il puisse s'écrire, bien sûr, mais même au-delà, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire que le sexe, en fait, je reprends ce qu'il avance dans le moment de conclure, c'est un dire, et c'est même un ensemble vide. Et le sexe, évidemment, c'est un savoir sur lequel on vient buter. C'est pour ça qu'il va l'écrire L', asex, et après, dualité. Bon, donc, ce que j'ai évoqué déjà la dernière fois, la fois avant, en général, nous sommes pris par ce qu'on appelle la réalité, mais qui est en fait la réalité du fantasme, avec quelque chose de figé entre le sujet et l'objet. C'est tellement figé que l'autre peut être réduit à l'objet. Ce qui fait que on peut dire que finalement l'autre est le symptôme. D'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure, est-ce que la psychanalyse est un symptôme? Question que pose Lacan dans la 3e. Et ce qu'il va dire après, c'est pas tellement la psychanalyse, c'est que le psychanalyse, c'est un symptôme dans le transfert, pour l'analysant. Alors, vous voyez où ça va. On n'est plus dans le symptôme au sens anatomopathologique habituel. L'étage inférieur du graphe, tel que je l'ai évoqué, vous faire attention de ne pas l'alimenter avec toutes sortes de significations. On est dans la partie supérieure du graphe, si on voulait garder cette dimension-là, c'est-à-dire on est au niveau de la structure du symptôme. C'est comme ça que les choses peuvent être abordées. Alors, quand vous allez au théâtre, quand vous allez à l'opéra, quand vous parlez, évidemment, vous êtes toujours normalement dans cette... si a eu lieu quelque chose de particulier que j'ai appelé le lot de savoir, qui est des bouts de réel qui ont été, je dirais, récupérés par l'être parlant, notamment dans une analyse, mais pas seulement. Ça peut se faire aussi, sans doute, mais je n'ai pas d'expérience véritablement de ça, chez l'artiste, quel que soit, qu'il soit écrivain, qu'il soit sculpteur, qu'il soit ce qu'on veut, enfin bon, bref. Si, donc, ceci se met à fonctionner à un moment ou à un autre, alors le fantasme, c'est-à-dire la structure, le petit losange, là, entre l'esbar et poisson petit a, est devenu souple. Le petit a, c'est l'objet qui cause le désir, et du coup, le fantasme, donc, va être géré à partir et va gérer cette question-là que l'on appelle le symptôme. On n'est plus dans le symptôme, on est dans le symptôme. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des symptômes, mais de toute façon, a été trouvé un certain savoir-faire avec cette prison symptomatique dans laquelle chacun d'entre nous est, je dirais, est pris du fait qu'il a été amené à, justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, par cette fenêtre sur le réel, à ne pas du tout tenir compte d'autre chose que ce qu'il voit, ce qu'il entend, etc. Et la pensée se développe, etc. Et elle va nous laisser dans des limites relativement simples. Alors, en quoi
est-ce qu'il est possible de préciser ça? C'est ça ma question. Et je voudrais la préciser un peu à partir de... J'ai commencé à le faire aujourd'hui, à partir d'un opéra, notamment, et à partir du fait que sur la scène de l'opéra, dès le début du 19e, et notamment, pas spécialement au niveau de l'opéra italien, hein, Verdi, Puccini, puis avant Bellini, enfin toute cette dimension de l'opéra du bel canto, hein, apparaît avec Wagner, hein, quelque chose de particulier, qui est qu'on n'aura plus, dans le déroulement de l'opéra, l'histoire qui se raconte, hein, comme ça, chantée, hein, espèce de parler chanter de l'histoire, hein, le récitatif. Et puis à un moment, ça s'arrête, et le chanteur, d'une certaine façon, quelque chose dans la voix du chanteur s'émancipe. Et la façon dont il va être chanté, je ne dis pas chanté, être chanté par ce qui est en jeu, va traduire quelque chose de son rapport à la jouissance, qui pourra, à ce moment-là, prendre, saisir celui qui l'entend et le laisser sans voix, d'une certaine manière. Autrement dit, dans ces moments-là, vous voyez, particuliers, l'objet est tout à fait important, et on peut dire que, à ce moment-là, le chanteur est une voix, rien d'autre. Dans l'articulation esbarré point sempitita, il y a essentiellement l'objet qui est en jeu. Il y a bien sûr le sujet, hein, mais il y a surtout ça. Il va donc y avoir, en fait, et c'est un peu ça que Lacan va démontrer par la topologie, passage du sujet à l'objet, de l'objet au sujet, etc. Et c'est ce qui se passe notamment dans une analyse. La question que je pose, c'est est-ce que l'œuvre de l'art, du fait de cette analogie, du fait de cette homologie avec ce qui est recueilli dans la cure analytique, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'il est possible de dire un peu quelque chose de ça? Alors, j'évoquais donc Wagner, là, hein, et je voudrais évoquer surtout son dernier opéra. Il va mourir un an plus tard. La première est de 1882, et cet opéra s'appelle Parsifal. Et je voudrais en dire un mot, justement essayer de montrer comment il est possible de passer à côté de ce qui est en jeu. Alors, il y a bien sûr une histoire. Une histoire qui est, bien sûr, c'est fait par un homme. Bon. C'est fait à un moment, notamment, où Wagner écrit sur le fait que le féminin va se manifester que par des, je ne sais plus le terme qu'il dit, mais par des choses assez extraordinaires, quoi. Et après, il écrit tragique, amour tragique. C'est quasiment les derniers mots de Wagner. Bon. Alors, dans cet opéra, on trouve ce qu'il en est habituellement, on va dire, de structure de la réalité, qui est la structure du fantasme, hein, même de façon très importante. Et ça nous renverrait à la tragédie grecque, hein, c'est-à-dire qui, vous le savez, vient de... Enfin, il peut être pensé comme venant du culte du dithyrambe de Dionysos, hein, à savoir ces moments où on dansait, on chantait autour de l'autel de Dionysos pour célébrer sa renaissance d'une certaine façon. Bon, je ne vais pas trop partir là, on en parlera une autre fois. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un cercle, c'est que c'est unien. Et un jour,
en 535, je crois, 545 avant Jésus-Christ, il y a un grec, dénommé Thespis, qui va décider d'introduire dans cette communauté-là une faille, un manque. Vous voyez le trou dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va faire sortir de cette communauté-là un acteur qui va être le chef de chœur. Bon. Et c'est en fait ce qui est en jeu, enfin on peut le dire comme ça, ce qui est en jeu dans cet opéra, à savoir que nous sommes, Parsifal, ça fait penser à Perceval, hein, ça fait penser à ce qui se transmettait du côté du Graal. Il y a donc une communauté du Graal qui se réunit, et il y a eu, l'opéra commence comme ça, il y a eu, je raconte l'histoire pour montrer que c'est vraiment l'histoire du fantasme, hein. Enfin, que c'est le fantasme qui est en jeu, et pas du tout ce que j'essaie de dire du côté de la voix, la femme, le psychanalyste. Hein. Enfin, pas du tout, oui, si, mais justement, il faut y aller, quoi. Hein. Bon, hein, il faut passer d'un rapport comme ça particulier, qui est celui du sujet et de l'objet, entre l'homme et la femme, où la femme est objet petit a, est dans une position où l'homme la met de façon assez perverse, hein, c'est-à-dire que la femme est bien sûr le symptôme de l'homme, là, hein, dans cette particularité. Hein. Et donc, c'est présenté, en plus c'est écrit par un homme, ça doit jouer aussi. Enfin, mais néanmoins, c'était quand même, bon, ce qui est en jeu là. Alors, il n'est pas question pour moi de dire que là, il y a comment dire ça, il y a une dépréciation de la femme, etc., ou je sais pas quoi. Non, c'est pas là que j'essaie d'avancer. Il y a donc, d'emblée, le fait que il y a eu une faute par le roi de cette communauté, hein, communauté du Graal, et cette faute est liée au fait qu'il a rencontré une femme. Il s'appelle Amphortas. La femme en question, c'est Kundry. Bon. Alors, quand on entend la question des voix, hein, on se rend bien compte que, et là j'en arrive à la voix, et une femme, et non pas la femme, telle qu'elle est dite, on se rend bien compte que ce qu'elle chante, d'une part, c'est pas simple, parce que il y a une tessiture assez grande, hein. Ça va du médium jusqu'à l'aigu, et à l'aigu notamment du côté du cri. Donc ça, c'est quelque chose qui pose la question de, hein, comme le cri et le gouffre, le silence se rue. Et c'est ce qui va se passer dans l'opéra. Alors, en gros, l'histoire, pour dire simplement les choses, c'est ceci. Je crois que c'est une histoire qui peut se trouver un peu partout. Hein. Donc, un homme, Amphortas, a été séduit, parce que c'est une séductrice, hein, même une diablesse, on me dit. Hein. Elle sait y faire, elle sait comment faire avec un homme, et d'autre part, elle est arrivée, elle est commandée par une sorte de magicien, hein, particulier, hein, qui est exigeant, et qui, lui, a été rejeté de la communauté. Il a été rejeté, et alors là, il en veut évidemment à tout le monde, et il a sous son pouvoir Kundry, qui est chargé, qu'il charge plus exactement parfois, de séduire un des membres de la communauté qui passerait par là, parce qu'il s'est retiré à une certaine distance de la communauté pour pouvoir agir à sa façon. On a donc la rencontre entre un jour, parce qu'évidemment Amphortas, qui est le roi, a décidé d'aller à la rencontre de ce magicien-là, Klingsor, hein, qui commande Kundry, et de le
détruire, d'une certaine façon. Or, évidemment, ça c'est très beau, hein, c'est l'imaginaire du fantasme. Hein. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va être pris par quelque chose qui le concerne lui en tant que sujet barré, qui est sa façon à lui de se représenter l'univers féminin. Évidemment, la femme étant pour lui un symptôme, le sien, hein, elle a un certain savoir-faire et donc elle va lui adresser un baiser, le séduire, et en fait il va rencontrer, on va dire, la femme qui n'existe pas, tout ce qu'on a comme représentation, hein. Il va rencontrer l'être de la femme, de différentes façons, et voyant ce qui est en train de se passer, Clint sort, qui sent que ça lui échappe, il va prendre, il est venu, ah oui, dans la communauté, ils ont deux éléments qui leur ont été transmis, à savoir le glaive qui a, vous savez, qui a ouvert le côté du Christ sur la croix, et puis le calice, où il y a le sang. Bon, donc il va avec le glaive, là, hein, et à ce moment-là, comme il est pris, Klingsor lui prend le glaive et lui, à l'image du Christ, lui fait une plaie sur le côté. Et en fait, cette plaie sur le côté, il faut la prendre pas du tout au niveau de la réalité, mais comme la marque, ça c'est important ce que je dis, sur un mot signifiant, comme la marque du fait qu'il a rencontré, qu'il a accepté de rencontrer une femme. Il était avant dans l'univers, le sien, de la femme, et là, il a rencontré une femme, et du coup, on peut le dire un peu comme ça, il en paye le prix, à savoir la dimension de la castration. C'est-à-dire le fait que, à partir de là, plus rien n'est comme avant, et il ne va plus pouvoir rester dans le fantasme, va se poser pour lui la question, si on voulait un peu, c'est la partie supérieure du graphe, hein, mais il ne faut pas trop vouloir faire des choses comme ça. Hein. Et donc, l'opéra commence sur le fait que on fait une cérémonie où il est là, en Fortas, qui est blessé, hein, qui a rencontré Kundry en tant que femme. Ça, c'est pas dit du tout, évidemment, dans l'histoire. Hein. C'est le psychanalyste des trois, là, hein, qui peut dire ça. Hein. Il a rencontré quelque chose, sans doute, on pourrait dire, dans la voix. Il a rencontré ce qui fait une femme. Ce qui va avec le titre dont je parlais. Hein. On n'a évidemment pas beaucoup d'éléments, mais il y a quand même quelque chose qui passe par le fait que, on parle bien sûr d'un baiser, mais enfin c'est quand même quelque chose qui passe par le fait d'entendre quelque chose. Hein. Bon. Et donc, eh bien, d'une part, résultat, la lance, eh bien, elle n'est plus du tout en possession de la communauté, d'une part, et la position de Klingsor. Donc la lance, c'est-à-dire cet objet fantastique du fantasme qui pouvait tout régler, comme le calice. Il en est dépossédé, d'une part. Hein. Il y a cette plaie qui lui rappelle, quoi? Justement qu'il est un homme. Alors évidemment, c'est présenté là sous forme de douleur, etc., extraordinaire. Ça, c'est tout le comment on pourrait appeler ça, l'enjeu de l'opéra. Hein. Il faut que ça plaise et il ne faut pas qu'à l'opéra, on se rende compte de ce que je suis en train de dire. Sinon ça n'ira pas. Hein. Bon. Mais nous, le psychanalyste, il peut dire quelque chose comme ça. Et alors, l'opéra va donc se dérouler comme ça. Hein. À ceci près que, parce que je ne vous ai toujours pas parlé de Parsifal, là, et là, il y a bien sûr des bases quand même qui vont penser
au christianisme, hein, il est attendu que vienne quelqu'un pour enfin, pour ça qu'on peut parler de rédemption aussi, pour enfin rétablir l'ordre du début, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve. Et du coup, que disparaisse évidemment la dimension de la rencontre entre un homme et une femme. On reviendrait dans cette dimension de la femme, de l'être, hein, comme on dit, la vraie amour qui reste dans l'être et qui du coup fait que bien sûr l'amour passe à la haine. Hein. C'est comme ça que termine Lacan des séminaires, je crois que c'est les noms du père. Je vais essayer de retrouver. Plus l'homme présente le fait qu'il confonde la femme avec Dieu, ce dont elle jouit, moins il est, voilà l'être, moins il est, H-A-I-T, moins il aime. Ça l'étonne beaucoup là quand ça voit un truc comme ça. Tout ça, ça montre un peu ce voisinage entre l'amour, la haine dont je parlais tout à l'heure, tel que c'est présenté dans le fantasme habituellement. On attend donc quelqu'un, puis alors bien sûr, quelqu'un va tout d'un coup apparaître. Alors l'histoire met que c'est un cygne qui a été tué, et que c'est lui qui l'a tué, mais lui ne se rend même pas compte. Hein. C'est un ténor donc, hein, qui est là, il paraît tout à fait benet, il ne comprend pas, etc. Et il assiste à une représentation, effectivement, c'est une cérémonie plutôt, du Graal, puisque on pensait que les cérémonies allaient progressivement guérir. En fait, il ne comprend rien du tout, et il va être rejeté. Et ce même Parsifal, ce fou innocent, comme on l'appelle, va rencontrer, bien sûr, parce qu'il est rejeté, donc il va se retrouver dans l'univers de Klinsor, là, hein, du magicien, là, qui va commander à Kundry de le séduire. Et alors, il va bien y avoir la mise en jeu de toute une séduction, mais lui, Parsifal, il résiste au fait de rencontrer une femme. Moyennant quoi, eh ben, il n'aura pas cette marque particulière qui est celle de la blessure. Hein. Et donc, il va continuer à errer. Parce que, en Fortin, celui qui a la marque, là, on peut dire qu'en fait, il n'erre plus de la même façon. C'est une certaine façon de parler du savoir-y-faire avec le symptôme. Bon, c'est un peu rapide ce que je dis, mais c'est pour montrer que c'est un peu ce qui va se passer dans les analyses, mais pas avec les conséquences telles que c'est présenté à l'opéra. Le scénario de l'opéra, il faut quand même bien que ça montre quelque chose qui rende compte que, bah oui, l'important c'est l'harmonie, quoi. Hein, l'important c'est l'union, la réunion, et les gens qui viennent à l'opéra, ce qu'ils veulent c'est entendre, a priori, en général, hein, ils ne savent pas que c'est autre chose qui les questionne. Hein. Ce qu'ils veulent entendre, c'est les belles voix. D'ailleurs, l'opéra va se terminer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Parsifal, évidemment, il va, après toute une errance, il va revenir. Et puis, il va revenir parce qu'il a réussi à reprendre la lance et à tuer. C'est lui, le magicien, là. Hein. Et il revient, mais alors ce qui est important là, c'est la question de la femme, parce que évidemment, Kundry, c'est le troisième acte là, dans ce troisième acte, elle est réduite à l'objet voix, bon, après avoir poussé un cri, à l'objet voix comme motus, pas un mot, silence. Elle est présente dans la totalité de ce troisième acte, mais elle est réduite à l'objet voix comme silence. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas accéder par rapport à Parsifal, à cette rencontre particulière
qui est pas simple, hein, entre un homme et une femme, rencontre tout à fait particulière, que Lacan, à la fin du séminaire encore, propose comme étant, je ne sais plus le terme qu'il utilise, mais propose comme étant, en fait, il s'agit de substituer à la rencontre de l'homme et de la femme, hein, la rencontre entre les deux sujets qu'ils sont. Alors c'est peut-être un peu rapide, hein, mais et à ce moment-là, s'il y a la rencontre des deux sujets, eh bien effectivement, c'est des sujets qui se rencontrent et non pas cet objet, notamment l'objet silence. Donc cette rencontre, elle a lieu avec Amfortas, mais elle n'a pas lieu avec Parsifal. Donc je trouve que c'est ça l'intérêt. Alors évidemment, au niveau de la voix, au niveau de la musique, c'est pas tout à fait pareil, hein, et notamment, c'est quasiment dans ces moments-là que vont apparaître dans les voix féminines aiguës, le fait qu'elles sont vraiment des divas, effectivement, hein. Elles ne sont que des pures voix, et que on va pousser ça à l'extrême, c'est-à-dire que à un certain moment, il va y avoir ce cri, et ce cri est une façon d'annoncer la mort. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, au revoir.